Commencer rapidement, bien sûr, si je prends la première partie par exemple, c'est résultat de mesure. Donc on a dit que pour représenter un résultat de mesure, donc vous avez toujours l'incertitude ou des fois donc un niveau de confiance. On doit introduire certainement de statistiques pour représenter donc l'incertitude donc l'incertitude élargie. Hein. Si je prends par exemple, en utilisant bien sûr donc, le tableau, donc les coefficients de student, et on peut, euh, on peut exprimer l'incertitude élargie en utilisant l'écart-type, en calculant l'écart-type. Euh, pour, pour représenter un résultat de mesure, donc vous avez quatre règles. Hein. La première règle, c'est toujours, on doit utiliser un seul chiffre significatif dans l'incertitude. Hein. Euh, Par exemple, on peut voir ici des exemples. Donc, vous avez 20,0 plus ou moins 0,5 microfarad. Donc, l'exemple représente l'intensité du courant, donc 57,93 plus ou moins 0,09 donc milliampères. Donc, on peut voir ici qu'il y a seulement un seul chiffre significatif dans l'incertitude. Pour afficher l'incertitude, on va utiliser euh, un seul chiffre significatif. Donc, ce qui donne dans la règle est donc, la première règle, c'est qu'on doit utiliser donc, un seul chiffre significatif dans l'incertitude. Hein. Sinon, donc, on doit la majorer. Hein. Donc, sinon, on doit majorer l'incertitude. Toujours pour l'incertitude, on peut seulement majorer. Hein. Pour l'incertitude, on peut seulement majorer. Donc, on ne peut pas arrondir l'incertitude. Pour l'incertitude, on peut seulement majorer. Et ça, il est stipulé dans ce qui est donné dans la première règle. Hein. Donc, on doit utiliser ce chiffre significatif. S'il y a plusieurs chiffres, on doit majorer l'incertitude. Par exemple, ici, dans l'exemple 1, donc vous avez 0,41, donc on a majoré 0,41, on va obtenir 0,5, plus ou moins 0,5. Dans le deuxième exemple ici, donc vous avez 0,088, donc on a majoré 0,088, donc on a obtenu 0,09. Hein. Donc ça, c'est la première règle. Euh, la deuxième règle stipule que l'incertitude doit être sur le dernier chiffre de la valeur mesurée, sinon on doit arrondir la valeur mesurée. Par exemple, ici, donc, vous avez la résistance de 100,23 et l'incertitude delta R égale à 0,87. D'abord, bien sûr, on a dit que l'incertitude doit être sur un seul chiffre significatif, donc on va majorer l'incertitude, donc on va obtenir 0,9. Hein. Mais on va obtenir alors un résultat, c'est 100,20 par plus ou moins 0,9. Mais on a dit dans la deuxième règle que l'incertitude doit être sur le dernier chiffre de la valeur mesurée. Ici, donc, elle n'est pas sur le dernier chiffre, donc on doit arrondir la valeur mesurée. Ici, donc, on doit arrondir aussi 100,20 par donc la valeur qu'on a mesurée. Hein. Donc, on doit l'arrondir 100,20 par. Lorsqu'on arrondit 100,20 par, on va obtenir 100,2. Donc, ça veut dire que le résultat, c'est 100,2 plus ou moins 0,9 ohm. La même chose, donc vous avez par la suite la troisième règle. Par exemple, ici, donc, vous avez l'incertitude est plus faible que la plus petite valeur du dernier chiffre, la valeur mesurée M. Hein. Donc, alors, on doit majorer l'incertitude. Donc, on a dit que pour l'incertitude, on peut seulement la majorer. On ne peut pas arrondir l'incertitude. Donc, vous avez dans cet exemple 13,2 microhinai, par exemple. Donc, on a mesuré l'inductance d'une selle. Donc, vous avez avec une incertitude delta L égale à 0,07. Donc, on peut voir que 0,07 est plus faible que la plus petite valeur du dernier chiffre de la valeur mesurée. Hein. Donc, ça veut dire qu'on doit majorer, euh, l'incertitude pour
si je majore 0,07, donc je vais obtenir 0,1. Donc ça veut dire que la mesure ici, c'est 13,2 plus ou moins 0,1. Donc on peut voir ici que l'incertitude n'est pas plus faible que la plus petite valeur du dernier chiffre de la valeur mesurée. Donc ça, c'est la troisième règle. Donc, la dernière règle, c'est la quatrième règle. Donc ici, donc, on peut voir si l'incertitude est plus élevée que la plus grande valeur du dernier chiffre, c'est m, alors on va faire quoi? Donc, on va arrondir la valeur mesurée. Donc, on va arrondir la valeur mesurée. Donc, vous avez 13,2 et on peut voir ici que l'incertitude est plus élevée. Hein, et plus élevée que la plus grande valeur du dernier chiffre de la valeur mesurée. Donc, ici, donc, ça veut dire qu'on doit arrondir la valeur mesurée, donc 13,2. Donc, on arrondit 13,2, on va retrouver 13. Donc, ça veut dire que le résultat de la mesure ici, c'est 13, plus ou moins 1 micro Hinay. Donc, micro Hinay, c'est 10 puissance moins 6. Donc, par la suite, donc, on a parlé un peu sur donc la précision ou l'incertitude relative. Hein. Donc, c'est un rapport. Hein, donc, c'est l'incertitude, c'est delta M sur M. Par exemple, vous avez une résistance de 100 par plus ou moins, pour la mesurer, qu'on obtient la valeur suivante, donc 100 par plus ou moins 0,8. Hein. Donc, on va prendre directement l'incertitude, on va la diviser par la valeur mesurée. On va retrouver donc on va retrouver la précision ou l'incertitude relative. On va retrouver donc, euh, donc on va retrouver ici donc l'incertitude relative qui est donnée par pourcentage, c'est 0,8%, donc on peut leur donner un pourcentage directement 0,00. Donc ça c'est un peu ce qu'on a fait dans la première partie. Bien sûr, vous avez plusieurs exemples. Donc, vous avez par exemple ici un exemple. Donc, on a donné une mesure de 4,92 volts. On a mesuré à l'aide d'un voltmètre magnétoélectrique. Donc, vous avez sur le tableau. Donc, on a donné différentes valeurs pour l'incertitude delta I. On peut représenter, donc, le résultat de cette mesure. Hein. Par exemple, si je prends la première case, c'est la première ligne, c'est tableau. Donc, vous avez une incertitude de 0,01 volts. Donc, on peut voir que si je prends le résultat, c'est 4,92, plus ou moins 0,01 volts. Donc, c'est un bon résultat puisque on peut vérifier les quatre règles. Hein. Donc, on peut vérifier les quatre règles pour représenter un résultat de mesure. Donc, par contre, donc, si je prends la deuxième ligne de ce tableau, on peut voir que l'incertitude égale à 0,1 volts. Donc ici, par exemple, on peut voir que l'incertitude est plus élevée que donc le plus grand va. Donc, par exemple, ici, donc, on peut voir que la deuxième règle n'est pas vérifiée. Hein. Donc, ça veut dire ici qu'on doit, euh, euh, donc on doit arrondir la valeur mesurée. Donc, on doit arrondir la valeur mesurée. Donc, 4,92, on a arrondi 4,92, donc on va obtenir 4,9. On va afficher le résultat suivant, c'est 4,9, plus ou moins 0,1 volts. Je dirais. Euh, donc, on va obtenir donc la valeur mesurée égale à 5. Hein, donc, à 5 volts, ça veut dire que le résultat, c'est
l'effectif de l'échantillon, par exemple, ici n. Hein. Donc, on doit introduire aussi la moyenne arithmétique, donc x bar. On peut faire le calcul pour obtenir les cartes. Donc, vous avez ici donc, la formule qui donne aussi l'écart quadratique, l'écart quadratique moyen. Hein. Donc, la différence entre les deux, on a dit que c'est donc, l'écart type introduit donc un coefficient correcteur des Bessel. Hein. 1 sur la racine de n moins 1. Par exemple, donc, vous avez aussi, donc, on a introduit aussi donc, l'écart type sur la moyenne, donc sigma R aussi, donc, sigma R ou SR, donc, dans certains cas, on utilise le symbole de SR pour indiquer l'écart type sur la moyenne. Donc, c'est S sur la racine de pi, bien sûr, S c'est pas, donc, S c'est l'écart type, on est dans la première relation. Donc, si nous prenons un exemple ici, donc vous avez cet exemple-là, un panneau photovoltaïque, un panneau solaire photovoltaïque avec différents angles d'inclinaison à obtenir, donc différentes mesures de tension. Donc, la question, c'est quel est l'écart type de la mesure de la tension. On a dit que l'écart type, on doit utiliser donc 1 sur la racine de n-1, la racine de x, x bar au carré. Donc on peut retrouver alors, donc, on peut retrouver l'écart type donc en appliquant donc la loi donnée dans le diapo précédent, et on peut obtenir donc l'écart type ici. Donc on a pris par exemple un écart type de 0,31 volts. Par la suite, donc, vous avez une question de calculer la précision mesurée par l'écart type sur la moyenne. Donc ici, donc, on calcule sigma R. Donc, on va appliquer la règle ici S sur la racine de pi. Donc, puisqu'on a calculé l'écart type, donc on va diviser sur la racine de pi. Donc, par exemple, ici, la racine de pi, donc c'est le nombre de mesures qu'on a effectuées. Ici, il s'agit de 10 mesures, donc de 0 à 90, puisque vous avez donc des différents angles d'inclinaison de 0 jusqu'à 90. Donc, vous avez on a effectué 10 mesures, donc on doit diviser sur la racine de 10 pour obtenir donc, la précision mesurée par l'écart type, c'est la moyenne. Donc, ici, on a introduit, ce qui est important, c'est qu'on a introduit l'incertitude élargie, hein, l'incertitude élargie, donc répétabilité. Hein. Donc, ici, on doit utiliser les coefficients du student. Donc, on a donné un certain tableau, bien sûr, qui me donne donc, les coefficients du student en fonction du nombre de mesures, ou aussi en fonction de l'intervalle de confiance. Donc, en fait, pour représenter un résultat de mesure à partir d'une moyenne, plusieurs mesures, d'un échantillon de plusieurs mesures, donc, on peut utiliser ça donc, avec un certain intervalle de confiance. On peut introduire, donc, on peut donner le résultat, la moyenne, plus ou moins une incertitude donc, selon l'intervalle de confiance choisi. Donc, la règle est simple, donc vous avez K fois S fois sigma R. Donc, sigma R avec K, c'est quoi? Donc, ici, dans le cas, c'est le coefficient de student, donc selon le nombre d'échantillons, donc selon le nombre, l'effectif de l'échantillon, et aussi selon l'intervalle de confiance. Donc, vous avez un exemple, vous avez un exemple, par exemple ici, donc, si je prends donc la série de mesures précédentes, cet exemple de série photovoltaïque, donc on a mesuré donc, pour 10 inclinaisons différentes la tension. Donc on veut exprimer les résultats de cette mesure donc, en utilisant un intervalle. On résulte cette mesure dans un intervalle de confiance de 90%. Donc ici, donc, on va utiliser le tableau de coefficient de Steven. Puisqu'on a des échantillons
l'intervalle de confiance de 90%. Donc on va utiliser K, donc le facteur K, c'est 1,81. Donc, on va utiliser pour calculer l'incertitude élargie. Donc, vous avez ici notre coefficient de Steven, donc c'est K fois S de F fois sigma R. On calcule sigma R. Sigma R, c'est sigma sur la racine des 10, puisque vous avez ici, donc on a réalisé 10 mesures différentes. Et on va obtenir quelque chose comme ici, donc 0, 17, 74. 0, 17, 74. Bien sûr, ça, je représente donc l'incertitude. Donc l'incertitude élargie. L'incertitude élargie. Bien sûr, pour représenter ce résultat, on va revenir aux 4 premières règles. Donc, vous avez, on va vérifier les 4 premières règles ici. Donc, déjà, donc, si je prends donc la première règle, donc l'incertitude avec un seul chiffre significatif, ça veut dire ici que je dois majorer delta I. Donc, si je majore ça, donc je vais obtenir 0,2. Si je majore ça, donc je vais obtenir 0,2. Et pour la moyenne, ici, c'est I égale à 16,77. I donc égale à 16,77. On a calculé ça. Donc, si je prends la moyenne, c'est 16,77. Donc, si je représente, la mesure dans l'intervalle de confiance, 90%, avec une incertitude élargie, donc je dois aussi, donc vous avez 16, je dois aussi arrondir 16,77. Donc ici, j'arrondis 16,77, donc je vais obtenir 16,8. Donc le résultat ici, c'est 16,8 plus ou moins 0,2 volts. Un niveau de confiance de 90%. Ici, donc c'est pour représenter le résultat de mesure. L'exercice. Je prends l'exemple. Donc, vous avez un autre exemple. Donc, vous faites la même. Donc, on utilise les mêmes lois dans cette première partie du cours. Et on peut donc représenter le résultat de mesure en indiquant l'incertitude élargie avec dans un certain intervalle de confiance. Par exemple, ici, si je prends l'intervalle de confiance dans cet exemple-là, donc le deuxième exemple, donc on a pris donc, 9 mesures avec l'intervalle de confiance de 95%. On fait les mêmes calculs, là, on peut voir ici le résultat c'est 99,5 plus ou moins 0,5 milliampères. Donc ça c'est pour la première partie. Donc comment on peut représenter un résultat de mesure et comment on peut utiliser donc des lois statistiques pour représenter aussi l'incertitude élargie, tout en respectant bien sûr donc, les 4 règles qu'on doit utiliser pour représenter un résultat de mesure. Donc ça c'est la première partie. Donc je vais essayer aussi donc, vous avez la deuxième partie. Je vais essayer de faire la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on a parlé pour la deuxième partie, donc on a vu donc un peu donc, la différence entre appareil de mesure analogique et numérique. Il n'y a pas d'exemple. Donc je passe directement la partie paroi. Pour la partie paroi, donc vous avez pour la partie paroi, donc vous avez l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre à partir d'un galvanomètre magnétoélectrique, donc c'est un ampèremètre analogique utilisé en mode DC ou courant direct. Ici, avant de voir l'ampèremètre, vous avez le galvanomètre. Donc on a parlé de l'ampèremètre, du voltmètre et de l'ohmmètre, et on a dit que ces différents appareils de mesure
pour les concevoir, on va utiliser le galvanomètre magnétoélectrique. Pour le galvanomètre magnétoélectrique, il est caractérisé par surtout ce qu'on veut faire des calculs. Donc, on doit savoir donc, le courant Imax qui indique le maximum de déviation qui traverse le cadre mobile pour indiquer qui indique le maximum de déviation de l'aiguille. Ici, donc, la résistance interne. La résistance interne, c'est quoi? Elle est due à la résistance donc, du fil conducteur du cadre mobile. Bien sûr, le cadre mobile, c'est quoi? C'est donc, si la selle, si la selle qu'on utilise, si la selle rectangulaire qu'on utilise au milieu de notre appareil de mesure. Donc vous avez, on a dit qu'il y a une partie fixe et une partie mobile. La partie mobile, c'est le cadre mobile. Et le cadre mobile, c'est la selle rectangulaire. On a représenté dans l'exercice cette rectangulaire. On a pris les dimensions, par exemple, L et H, donc L pour la largeur et H pour la hauteur de la selle rectangulaire. En fait, ce qu'on doit savoir ici, lorsqu'on utilise un galvanomètre magnétoélectrique, c'est le courant Imax qui indique le maximum de déviation de l'aiguille. Et le R interne, c'est la résistance interne du galva, donc, qui représente quoi? Donc, qui représente la résistance du cadre mobile. Qui représente la résistance du cadre mobile. Donc, on doit savoir ça. On doit savoir donc, le courant max, l'indice maximum de déviation et la résistance interne. Donc, si je prends par exemple le cas de l'ampèremètre, pour construire un ampèremètre, on va utiliser surtout une résistance de chaîne, donc une résistance de chaîne en parallèle avec notre galvanomètre magnétoélectrique pour construire un ampèremètre magnétoélectrique analogique pour l'utiliser donc, dans le cas de mesure de courant continu, donc, le mode DC. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Vous avez différentes chaînes pour différents calibres. Donc, par exemple, si on construit un ampèremètre, vous avez plusieurs calibres que vous pouvez utiliser, par exemple ici, dans cet exemple-là. Donc, vous avez d'abord le galvanomètre qui a un courant maximum Imax de 1 mA. On veut à partir de ce galvanomètre donc, construire un ampèremètre avec un calibre de 10 mA. Donc, vous avez notre information, donc vous avez ici donc, la résistance interne. La résistance interne du galvanomètre, c'est 100 ohms. Par exemple, donc, on peut obtenir directement le calibre, donc c'est la résistance. Donc, on va appliquer des lois simples, donc on va faire chaque pour les tensions, pour du courant, on peut déduire par exemple ici. Donc, on peut déterminer la résistance de chaîne qu'on doit utiliser. Donc, vous avez bien sûr plusieurs formules. En fait, c'est un calcul simple. En fait, l'essentiel qu'on va utiliser une relation, c'est R interne sur R chaîne égale à M-1. M, c'est le facteur multiplication. Par exemple, si vous avez un galvanomètre qui peut mesurer seulement 1 mA, et puis on veut le transformer en un ampèremètre qui peut pour mesurer 10 mA. Donc, ça veut dire qu'on doit utiliser un facteur de multiplication de 10. Pour aller de 1 mA à 10 mA, ça veut dire qu'on doit utiliser un facteur de multiplication de 10. Ça veut dire ici que M égale à 10. Vous avez la loi, vous avez on a obtenu donc, la relation suivante qui va nous aider dans les différents calculs. Donc, vous avez R interne du galvanomètre, c'est R chaîne qu'on doit utiliser pour construire un ampèremètre, égale à M moins 1. Bien sûr, M, c'est le facteur de multiplication. Donc, on va prendre des exemples. Par exemple, ici, dans cet exemple-là, donc vous avez un galvanomètre avec Imax de 50 microampères. Donc, on doit savoir ça. Donc, vous avez ici donc, le courant max qui traverse
cette galvanomètre qui indique le maximum de déviation de débit, c'est 50 microampères. Vous avez ici donc la résistance interne, ce galva, c'est 50 ohms. Hein. Donc ici, donc, on veut construire à partir de ce galvanomètre, hein, un ampèremètre calibre de 1 milliampère. Donc, déjà, donc, on peut calculer le facteur de multiplication. Pour aller de 50 microampères à 1 milliampère, donc on va faire l'opération de division. Donc 1 milliampère sur 50 microampères, on va retrouver quelque chose comme 20. Hein. Donc ça veut dire que le facteur de multiplication est égal à 20, 1 égale à 20. En appliquant donc la loi, l'expression précédente qu'on a retrouvée, donc R interne sur R est égal à M-1. Donc ça veut dire que R interne sur R est égal à 19, puisque le facteur de multiplication ici, M égale à 20. Hein. Ça veut dire R interne sur R est égal à 19. Donc ça veut dire on peut retrouver donc, la résistance des chaînes qu'on doit utiliser en parallèle avec notre galvanomètre pour construire notre ampèremètre. Hein. Ça veut dire R est égal à R interne sur 19. On peut voir ici que R donc la résistance des chaînes qui est on va utiliser une résistance de chaîne donc, une résistance plus faible que la résistance interne du galvanomètre. La résistance des chaînes est plus faible que la résistance interne du galvanomètre. On peut la calculer. Hein. Ici, donc, on a trouvé quelque chose comme 260 par ohm. Hein. Bien sûr, donc, si je compare ça avec les 50 ohms du galva, donc, on peut voir qu'elle est plus faible. La résistance chaîne est plus faible que la résistance interne du galvanomètre. Bien sûr, si on veut calculer, si j'ajoute une question, RA, quelle est la valeur de RA? Hein, la résistance interne de l'ampèremètre, hein, complet. La résistance interne de l'ampèremètre, c'est RA égale à, c'est la résistance des chaînes en parallèle avec la résistance interne. Hein, bien sûr. Si je demande de calculer, comment on peut faire, si on veut calculer la résistance de l'ampèremètre, hein, RA, par exemple, j'ai utilisé dans la méthode volt-ampère, vous avez utilisé dans la méthode volt-ampère du premier TP. Hein. Donc, c'est 50 ohms en parallèle avec 260 ohms. Hein. Vous avez ici une certaine note. Donc vous avez la résistance qu'on place en parallèle du galvanomètre, c'est la résistance de chaîne. On appelle ça résistance. La même chose, donc vous avez un autre exemple. Donc vous avez un ampèremètre ici, un moteur électrique toujours. Hein. Un moteur électrique, ça veut dire que c'est à cadre mobile. On parle de moteur électrique à cadre mobile. Donc vous avez la déviation totale. Vous avez cet ampèremètre la déviation totale pour 2 ampères. Cet ampèremètre, il va introduire une chute de tension de 100 millivolts. C'est-à-dire que ce calibre-là, donc ce courant Imax là qui traverse le galvanomètre, on va obtenir une tension au borne du galvanomètre. En fait, une tension au borne de l'ampèremètre. Si on mesure la tension au borne de l'ampèremètre, on va retrouver 100 millivolts. Qui consomme. Donc, c'est vrai que vous avez introduire une chute de tension dans votre circuit de 100 millivolts. C'est pour ça qu'on parle de chute de tension de 100 millivolts. C'est-à-dire qu'au bornes l'ampèremètre, hein, donc, vous allez mesurer dans une tension de 100 millivolts. Hein. Et c'est là pour bien sûr, donc, on veut convertir cet ampèremètre pour obtenir un autre ampèremètre calibre plus important, de 10 ampères. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit utiliser donc, vous avez ici, donc, vous avez le choix de 4 réponses. Telle est la bonne réponse. Bien sûr, donc, on va utiliser les mêmes règles. Hein. Donc, on peut considérer le premier ampèremètre comme un galva. Hein, comme un galva, et on peut calculer par la suite la résistance qu'on doit utiliser. D'abord, vous avez, donc pour passer d'un calibre à un autre, donc vous avez le calibre qu'on veut réaliser ici, donc c'est un calibre de 10 ampères, à partir d'un autre calibre
qui est de 2 ampères. Donc, on peut obtenir le facteur de multiplication. Déjà ici, donc, le facteur de multiplication est balancé. Ensuite, on va utiliser directement la règle qu'on a introduit dans ce cours de l'ampère-mètre en méthode électrique. Donc, vous avez R interne sur R égale à M-1. On remplace 1 par 5 et on peut retrouver donc, la résistance de chaîne, c'est R interne c'est M-1. Hein. Bien sûr, si je prends donc R interne, donc on peut déduire donc, la résistance interne. La résistance interne, c'est quoi donc, vous avez une chute de tension de 100 millivolts. Hein. Ça veut dire que c'est 100 millivolts sur 2 ampères. Hein. Vous allez obtenir donc, une résistance de 50 milliohms. Hein. Par la suite, on va obtenir une résistance des chaînes, c'est 12,5 milliohms. Ah, ici c'est milliohms, c'est pas milliampères. Donc, la résistance des chaînes, quand vous corriger dans l'unité, donc c'est, vous avez résistance des chaînes, ça veut dire que c'est en milliohms, c'est pas en milliohms. C'est 12,5 milliohms. Par la suite, on peut, ça veut dire qu'on doit, bien sûr, si je prends ce cours-là de comment on peut concevoir un ampère-mètre moniteur électrique analogique en mode direct courant DC. Donc, on doit choisir, on doit ajouter donc, une résistance de chaîne en parallèle d'une valeur de 12,5 milliohms en parallèle. Hein. Donc, ça veut dire qu'on doit choisir le choix. Donc, le choix A. Donc, le choix A, c'est la réponse exacte à cet exemple. Donc, la même chose. En fait, par la suite, donc, vous avez quelque chose. Donc, on a parlé dans les cours en présentiel à plusieurs reprises que les appareils de mesure moniteur électrique, vous utilisez tout appareil directement sans adresseur. Donc, vous allez obtenir toujours la valeur moyenne. Il vous donne la valeur. Donc, bien sûr, c'est dans la gamme de fréquences. Au limite, il vous donne la valeur moyenne. Toujours, on a dit que pour des appareils de mesure électrique, c'est la valeur moyenne que vous allez obtenir. Pour des appareils ferromagnétiques, par contre, donc c'est la valeur efficace que vous allez mesurer, donc la valeur efficace. Directement, il vous donne la valeur efficace. Donc ici, il s'agit d'un appareil de mesure électrique qui est placé dans donc vous avez un ampère-mètre électrique à zéro central. À zéro central, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut vous indiquer donc, aussi donc, la direction du courant. Il peut mesurer aussi donc, des courants positifs ou des courants négatifs. Bon. Donc, ça veut dire que il vous indique aussi la direction du courant. Donc, ici, donc, il est placé dans un circuit avec une sorte de tension alternative. Donc, vous avez 100 sinus, 100 pi fois pi. Hein. Donc, là, vous avez ici donc, une diode idéale. Donc, une diode idéale. Une diode idéale, donc, elle va fonctionner comme un interrupteur. Donc, lorsqu'elle est polarisée en direct, l'interrupteur est fermé. Donc, lorsqu'elle est polarisée en inverse, donc elle est équivalente à un interrupteur ouvert. Hein. Bien sûr, si je prends ce cas-là, donc ça veut dire que pour les alternances positives, la diode court-circuite l'ampère-mètre et pour les alternances négatives, donc elle laisse le courant traverser l'ampère-mètre. Ça veut dire que cet ampère-mètre-là, il va mesurer seulement il va mesurer seulement la contribution des alternances négatives. C'est signal sinusoïdal, sans sinus pi. Voilà. Donc, on peut schématiser ça. Donc, vous avez seulement la contribution des alternances négatives. Puisque la diode est bloquée, les alternances négatives, tout le courant traverse l'ampère-mètre. Par contre, puisque c'est une diode idéale, hein, par contre, pour les alternances positives, donc la diode est passante, ça veut dire qu'elle court-circuite l'ampère-mètre et elle ne laisse pas
elle ne laisse aucun courant traverser l'ampèremètre. C'est seulement pour les alternances négatives. On a dit que pour les appareils, en fait, pour les appareils de mesure magnétoélectrique, donc ils donnent la valeur moyenne. Donc ça veut dire on va calculer donc la valeur moyenne des alternances négatives. Si je calcule là, si je calcule la valeur moyenne de ça, donc on va produire quelque chose comme donc c'est Imax sur la race sur pi. Hein. Mais ça ici, puisque il s'agit d'une alternance négative, donc on va prendre I min sur pi. I min c'est moins 0,1. Moins 0,1 sur pi, donc on va retrouver quelque chose comme moins 31,80 par milliampère. Ici, donc il s'agit de la valeur moyenne des alternances négatives. Pourquoi vous avez la valeur moyenne? Puisqu'on a dit que les appareils de mesure magnétoélectrique, ils donnent la valeur moyenne. Vous avez ici donc un ampèremètre magnétoélectrique. Donc on doit calculer la valeur moyenne du courant. Bien sûr, on a représenté la tension. Hein, pour le signal d'entrée, donc on représente la tension EDT. On a divisé par la suite sur la résistance. Hein. Si je prends la résistance ici, donc vous avez 990 ohms plus 10 ohms de l'ampèremètre, on va obtenir quelque chose comme 1 kilo. Donc, on doit diviser la tension sur 1 kilo. C'est pour ça qu'on a obtenu quelque chose. Lorsque je divise 100 sur 1 kilo, donc c'est entre moins 0,1 et jusqu'à plus. Donc, ça veut dire que les courants, c'est si je divise moins 100 sur 1 kg, donc on va obtenir moins 0. Hein. On calcule donc la valeur moyenne de ça, la contribution des alternances négatives. On va retrouver quelque chose comme moins 31,80 milliampères. Donc vous avez un autre exemple, je pense que c'est la même chose. Donc vous avez toujours donc l'essentiel ici, c'est toujours donc vous avez cette relation importante. R interne sur R chaîne est égal à 1 moins 1. Hein. Vous avez aussi M, c'est quoi? Donc c'est le calibre sur le IMA et sur Imax qui traverse le galvanomètre. Par exemple, si vous calculez 1 milliampère, Imax c'est 100 microampères, ça veut dire que vous allez retrouver donc le facteur de multiplication égal à 10. Bien sûr, vous avez un galvanomètre qui va tolérer seulement 100 microampères. Et 100 microampères, il indique, avec 100 microampères, donc là, il indique maximum de déviation. Bien sûr, sur l'échelle graduée. Donc vous voulez obtenir un ampèremètre de 1 milliampère. Donc c'est 1 milliampère, c'est 100 microampères. Et donc vous allez obtenir un facteur de multiplication M égale à 10. Donc, vous avez ces deux relations que vous pouvez utiliser toujours dans le cas où on veut construire un ampèremètre magnétoélectrique à partir d'un galvanomètre magnétoélectrique. On peut calculer par la suite la résistance de chaîne. Là, on peut voir ici, par exemple, si on a retrouvé donc une résistance de chaîne de donc pour le premier calibre, vous avez 11 ohms. La résistance interne, c'est 99 ohms. Donc, on peut voir donc, R chaîne est très faible devant R interne. La même chose pour le calibre de 10 milliampères. Donc, on peut voir que pour 10 milliampères, donc la résistance de chaîne est égale à 1 ohm. Donc, elle est très faible devant la résistance interne du galvanomètre. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc, la partie ampèremètre analogique. Donc, je vais ouvrir ici, donc, vous avez ici donc, la partie 4. Il s'agit ici donc de voltmètre. Hein. Donc, on va parler du voltmètre, toujours voltmètre magnétoélectrique, donc c'est la partie galvanomètre magnétoélectrique. Bien sûr, lorsqu'on utilise un voltmètre, on dit que un voltmètre magnétoélectrique, c'est à base de galvanomètre, toujours c'est à base de galvanomètre magnétoélectrique. La même chose, lorsqu'on va voir par la suite l'ammètre, c'est toujours à partir de galvanomètre
magnétoélectrique. Donc, ça, c'est lorsqu'on on utilise, donc en fait, on veut utiliser ce type d'appareil pour mesurer les courants continus, donc DC, courants continus, DC. Déjà, si je prends les caractéristiques par exemple, précédentes du galvanomètre qu'on a utilisé pour la construction de l'ampèremètre, donc on a donné donc, les deux caractéristiques importantes du galvan, c'est la résistance interne et Imax du galvan. Ici, donc, Imax du galvanomètre, c'est 1 milliampère. Hein. Et la résistance interne de l'ampèremètre, c'est du galvanomètre ici, c'est 100 ohms. Bien sûr, lorsqu'un courant Imax traverse une résistance interne de 100 ohms, donc on va obtenir 0,1 volt. Ça veut dire que théoriquement, donc, on peut mesurer donc maximum de 0,1 volt seulement avec ce galvanomètre. Donc, on peut mesurer seulement 0,1 volt lorsqu'on utilise ce galvanomètre. Pour mesurer, donc obtenir un calibre plus important de 1 volt par exemple, hein, on va utiliser ce qu'on appelle donc, les résistances de multiplication, résistances additionnelles. Les résistances additionnelles de multiplication RM qu'on utilise en série avec le galvanomètre pour obtenir notre voltmètre. Donc ici, donc, vous avez le schéma simplifié, donc bien sûr, le voltmètre. Donc, vous avez RM, bien sûr, dans le, on a encadré, donc on a encadré avec la couleur verte. Donc vous avez encadré le galva, hein, et on a ajouté donc une résistance RM en série avec ce galvanomètre pour obtenir notre voltmètre magnétoélectrique. Ici, donc par exemple, on veut obtenir un voltmètre avec un calibre de 1 volt. Hein. Bien sûr, après donc, des calculs simples, on a obtenu que on peut voir qu'on doit utiliser une résistance de 990 ohms pour obtenir donc un calibre plus important. Même chose, on peut développer les calculs, on va obtenir que M, donc le facteur de multiplication ici pour le voltmètre magnétoélectrique, c'est V calibre sur VM, c'est la valeur que peut mesurer donc V max que peut mesurer le galvanomètre. Par exemple, ici, c'est 0,1 volt. Hein. Donc, si je prends l'exemple précédent, vous avez Vm égale à 0,1 volt et V calibre est égal à 1 volt. Donc, ça veut dire ici que le facteur de multiplication est égal à 10. Hein. Bien sûr, à partir d'un galva qui peut mesurer seulement 0,1 volt, on veut construire un voltmètre qui mesure 1 volt. Hein. Ça veut dire que on doit utiliser un facteur de multiplication de 10. Hein. Pour passer de 0 à 1, c'est 10, 1 égale à 10. Bien sûr, vous avez on développe encore le calcul pour obtenir la relation suivante. Hein. Donc, ici, c'est Rm c'est R interne égale à M-1. Hein. Donc, vous avez Rm, la résistance qu'on doit ajouter en série avec ce galvanomètre magnétoélectrique pour obtenir un voltmètre magnétoélectrique. Avec un calibre plus important. Donc, on doit utiliser une résistance traditionnelle de multiplication qu'on appelle Rm. M égale à R interne fois M moins 1. Donc, et on peut voir donc, la différence entre ce qu'on a utilisé dans le cas de l'ampèremètre et ce qu'on a utilisé dans le cas du voltmètre. Donc, pour le cas de l'ampèremètre, vous avez R interne égale à R shunt fois M moins 1. Et pour le cas en fait, pour le cas de l'ampèremètre, c'est R interne égale à R shunt fois M-1. Et pour le cas du voltmètre, donc vous avez Rm, la résistance traditionnelle, égale à R interne fois M-1. Donc vous avez aussi, si je prenais donc un voltmètre comme celui que vous avez utilisé dans les différents types, en fait TP1 et TP2 surtout. Donc, donc vous avez toujours une indication sur le cadran du voltmètre qui vous indique la résistance spécifique
pour la résistance spécifique, elle est donnée on parle aussi de sensibilité. Hein. On parle de résistance spécifique ou sensibilité du voltmètre. Elle est donnée par l'unité ohm sur volt. Hein. Et pour obtenir donc la résistance du voltmètre RV, donc, il suffit de multiplier la résistance spécifique fois le calibre. Calibre par résistance spécifique, donc vous allez obtenir ainsi la résistance du voltmètre. Par exemple, donc vous avez deux voltmètres dans cet exemple. Le premier, c'est avec une résistance spécifique de 1 kΩ sur volt. Et là, le deuxième, c'est avec une résistance spécifique de 10 kΩ par volt. Donc ici, donc, la question, c'est on veut donc retrouver le courant max qui traverse les deux voltmètres pour un calibre de 1 volt. Donc ici, on peut calculer la résistance interne, en fait, la résistance du voltmètre 1 et la résistance du deuxième voltmètre. RV1 égale à 1 kΩ, RV2 égale à 10 kΩ. Donc, on peut calculer Imax. Donc, vous prenez directement le calibre et vous divisez sur la résistance interne du voltmètre. Vous allez retrouver donc le courant max qui traverse le premier voltmètre et le courant maximum qui peut traverser le deuxième voltmètre. Ensuite, donc, vous avez une autre question. Donc, vous avez par voltmètre avec, si je prends cet exemple-là, donc vous avez un premier voltmètre avec sensibilité et résistance spécifique de 1 kΩ par volt, le deuxième avec une résistance spécifique de 10 kΩ par volt et le troisième avec une résistance spécifique de 100 kΩ par volt. Donc, quel est le voltmètre le plus sensible? Donc, déjà dans le TP, on a vu que vous avez une résistance spécifique plus importante, ça veut dire que c'est le voltmètre le plus précis. Donc, le plus précis, par exemple, si je prends donc, ça veut dire que la précision augmente avec, elle est proportionnelle à la résistance spécifique. Hein. La résistance est proportionnelle avec la résistance spécifique. Ça veut dire ici que le meilleur voltmètre qu'on peut utiliser ici, c'est le troisième voltmètre, puisqu'il possède une résistance spécifique plus importante de 100 kΩ par volt. Donc, vous avez un autre exemple. On a donné le courant max et on a donné la résistance interne, les galvas. Hein. On veut utiliser cette galva magnétoélectrique, toujours dans les cas de galvanomètre magnétoélectrique, on veut l'utiliser pour construire donc un appareil de mesure pour mesurer les tensions, bien sûr, tension continue, max de 50 volts. Ça veut dire ici qu'on a donné la tension max, ce voltmètre qui est de 50 volts, ça veut dire que le calibre ici, c'est 50 volts. Hein. Donc, quelle est la valeur de la résistance en série qu'on doit utiliser avec ce galvanomètre hein, pour construire un voltmètre de calibre de 50 volts? On va utiliser les relations qu'on a données précédemment et on peut calculer ça. D'abord, donc, vous avez la relation, donc on a dit que c'est Rm égale à R interne fois M-1, M c'est le facteur de multiplication. Le facteur de multiplication, c'est la tension du calibre, c'est la tension que peut mesurer le galvanomètre, c'est R interne fois I max. Donc ici, on va utiliser donc, on va utiliser un facteur de multiplication de 2500. Hein, donc, ce qui va nous permettre de retrouver Rn, donc la résistance additionnelle en série qu'on doit utiliser avec le galvanomètre en électrique. Donc ici, il s'agit d'une résistance de 249,9 kΩ. Donc vous avez une application numérique. Donc R interne fois M-1. Hein. M-1, c'est ici de 2500 1 fois R interne et vous allez voir que on va obtenir quelque chose comme 249,9 kΩ. On peut par la suite donc retrouver la
résistance du voltmètre, RV. Hein. RV, la résistance du voltmètre, c'est R1 plus R1. Donc, on doit prendre en considération la résistance. La résistance interne du galvanomètre plus la résistance additionnelle qu'on utilise, qu'on doit utiliser en série pour obtenir notre voltmètre. Et on a aujourd'hui une résistance RV de 250 kg. Donc ici, donc, vous avez notre relation, on introduit la sensibilité qui est aussi la résistance spécifique. Donc la sensibilité égale à la résistance spécifique égale à 1 sur I max. Donc vous avez ici donc, une autre définition. Hein, voilà. Ici, donc, on parle de résistance spécifique ou de sensibilité. Ici, la sensibilité égale à 1 sur I max égale à la résistance spécifique votre voltmètre. Donc, vous avez un exemple de calcul. On a donné Imax. Le galva, c'est 2200 mA. On a dit que c'est un galva magnétoélectrique. Donc, on peut construire un voltmètre. Donc, ici, par la suite, on peut calculer la résistance de multiplication. Par exemple, ici, donc, vous avez RV égale à carré de la sensibilité. La sensibilité, c'est la résistance spécifique aussi, c'est 1 sur I max. Donc, on va obtenir ici, 1 sur 200 microampères, on va obtenir ici une sensibilité ou une résistance spécifique de 5 kg par volt. Hein. Je vais multiplier par une suite fois le calibre pour obtenir RV, et bien sûr RV égale à R1 plus R1. Même chose, donc c'est des exemples simples, donc on va utiliser deux règles précédentes. Donc, vous avez d'abord la règle, la loi qui va vous permettre de. En fait, la loi qui va vous permettre de retrouver le facteur de multiplication ici, la loi qui va vous permettre de retrouver donc la relation qui vous donne R1, vous avez R interne, le facteur de multiplication. Hein. Donc, en utilisant ces deux relations, on peut faire les différents calculs, c'est-à-dire un voltmètre magnéto-électrique. On peut voir que c'est assez simple. Hein, donc, comment on peut construire un voltmètre, comment on peut construire un ampèremètre magnéto-électrique, à partir d'une valeur magnéto-électrique. Toujours, on doit savoir le facteur de multiplication, la résistance interne. Pour le voltmètre, on a introduit une résistance spécifique. Et toujours donc, pour un ampèremètre, on va utiliser une résistance de chaîne, donc une résistance faible en parallèle avec la résistance avec le galvanomètre. Par contre, pour le voltmètre, on va utiliser une résistance en série avec plus importante que la résistance interne du galvan. Bon, donc, c'est des relations simples qui vont vous permettre de calculer donc, les différents composants qu'on va utiliser. Il s'agit de résistance qu'on va utiliser pour construire soit un voltmètre ou un ampèremètre à partir d'un galvanomètre en isolé. Donc, ça c'est la partie 4. Vous avez aussi donc, la partie 5, je pense, on qualifie un peu plus de calcul à faire. La partie 4, donc vous avez d'un l'ampère, en fait, pour l'ampère. La différence entre l'ampèremètre, le voltmètre et l'ampère, c'est surtout donc l'utilisation de. Bien sûr, l'ampère, c'est pour mesurer la résistance. Mesurer la résistance. Ici, donc, on doit utiliser une source de tension continue, une batterie. On va utiliser une batterie pour mesurer la résistance. On a besoin d'une source de tension pour mesurer la résistance. Même pour les appareils de mesure analogique. En fait, on a dit que pour les appareils de mesure analogique, on n'a pas besoin d'une source d'alimentation pour mesurer la tension du courant, mais
Mais pour mesurer la résistance, donc, on doit utiliser une source de tension, une source de tension dans notre circuit. Donc, on peut résumer donc, le voltmètre, en fait, l'ampère, source de tension, donc ampèremètre, Rx, on veut mesurer aussi. Donc, nous avons aussi donc RP, c'est R, résistance de protection. RS, résistance de protection. En fait, si je prends donc, bien sûr l'ampèremètre par rapport à ce il va permettre de mesurer ce courant. On peut voir ici que Rx, donc c'est V sur I moins Rs. V c'est quoi? Donc V c'est la tension délivrée que délivre le générateur de la tension. Donc I c'est le courant qui traverse notre circuit, suivant la résistance Rx. Suivant la valeur de la résistance Rx, plus Rs c'est Rx, Rx donc, elle varie. Donc, on peut voir ici que Rx dépend de 1 sur x. Donc, c'est une fonction qui elle varie en fonction de 1 sur x. En fait, 1 sur x. Donc, c'est en fonction de 1 sur x. Ça veut dire que pour pouvoir, vous avez que l'ampèremètre, il va mesurer le courant, le courant électrique. Et pour donc transformer mesure de courant en résistance, on va de la résistance. Donc, ici, donc on doit utiliser la règle Rx égale V sur I moins Rs. Hein. V, donc c'est une constante. C'est la tension de la source de. Donc, c'est la tension bande délivrée par la source de tension. Ici, le courant qui traverse le circuit Rs, c'est une constante. Ça veut dire qu'on a une fonction de 1 sur I. Hein. Une fonction de 1 sur I, ça veut dire que l'échelle par la suite radier qui indique les valeurs de résistance Rx. C'est une échelle non linéaire, inversée. On peut le voir ici. Par exemple, donc, de plus l'infini jusqu'à 0. Donc, plus l'infini, ça veut dire que vous avez un circuit ouvert. Hein, et 0, ça veut dire que vous avez un court-circuit. 0, ça veut dire que c'est un court-circuit. Ça veut dire que vous avez un court-circuit de donc ici, donc, vous avez un schéma réel qui vous donne des échelles graduées dans un multimètre analogique. On peut voir donc, les échelles qui vous donnent donc, une tension de courant et aussi donc, qui vous permettent de donc, dire donc, la tension de courant. Et vous avez aussi donc, l'échelle non linéaire inversée qui vous donne la valeur des résistances en non. Hein. Voir de l'infini jusqu'à 0 ohm, de l'infini ohm jusqu'à 0 ohm. En fait, bien sûr, dans le calcul, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails puisqu'on n'a pas assez de temps. On a vu ça en présentiel, on a vu ça, on a vu ça en présentiel. Oui. Bien sûr, vous avez aussi donc, le cours en PDF ici. Hein. Donc ici, dans les calculs, on doit introduire ce qu'on appelle RH. RH, c'est la résistance qui va vous permettre donc d'afficher, en fait, d'indiquer la moitié de déviation de l'aiguille. Donc, elle est utile puisqu'on va l'utiliser par suite pour calculer, en fait, pour introduire, donc en fait, pour faire des calculs de la construction d'un ampère analogique à partir d'un galvanomètre magnétoélectrique. On a dit que RH, c'est la résistance qui vous indique la moitié de déviation de l'aiguille. Donc, health, donc RH, on a vu c'est health. Donc, ça veut dire que elle vous indique la moitié. Elle vous indique la moitié du courant maximum qui est maximum de déviation. L'aiguille du galvanomètre. Hein. On va introduire. Bien sûr, donc vous avez ici donc, un schéma. Donc toujours, donc si je prends donc dans ce schéma, donc, vous avez le galvanomètre. Hein.
le galvanomètre qui est caractérisé par Imax et R interne. Vous avez, par la suite, on a utilisé R shunt, ce qui veut dire qu'on a construit notre ampère-mètre. Donc, Imax, R interne et R shunt, tout ça, c'est notre ampère-mètre. Bien sûr, pour l'ohmmètre, donc on doit utiliser une certaine résistance de protection RS. Hein. Et aussi, donc, vous avez la source de tension V. Hein. En fait, pour les développer, on va pour faciliter les calculs, on a utilisé RH. Donc, RH, c'est la résistance qui est, au lieu de placer RX, on a placé une résistance RH. Et RH, donc, on l'a introduit comme une résistance qui va vous indiquer la moitié de déviation de l'aiguille du galva non. Par la suite, donc, on va développer les calculs. Donc, vous avez un peu donc, un développement plus important que le voltmètre et l'ampèremètre. Hein. Lorsque je prends donc, le cas de l'ampère, on doit développer, donc, on va développer plusieurs relations. Hein. D'abord, donc, on va. Donc, si je considère que. Donc, d'abord, donc, vous avez RH, donc c'est la résistance qui va vous permettre d'avoir donc la moitié de déviation de l'aiguille de l'ohmmètre. Hein. C'est-à-dire l'ampère ou l'ampèremètre, puisqu'ici, on va utiliser l'ampèremètre pour nous indiquer un peu la valeur de la résistance. Bien sûr, donc pour avoir la moitié, donc on a dit que RH égale, donc elle est équivalente à quoi? Donc à R interne en parallèle avec R shunt plus RS, hein, pour avoir la moitié. Et bien sûr, donc le courant qui indique la moitié de déviation de l'aiguille du galva, en fait, de l'ampèremètre, c'est IH égale à V sur 2RH. 2RH. On peut voir ici donc l'importance d'introduire RH dans les calculs. Ici, pour la moitié, en fait, IH, donc c'est le courant qui indique la moitié de la déviation. Et si je prends donc IF, donc le maximum de déviation, IF égale à 2 fois IA, c'est 2 fois I de H, hein, vous allez obtenir V sur RH. Hein. Et par la suite, on va exprimer R shunt. Par la suite, on peut exprimer R shunt en fonction de RH, R interne et Imax, hein, IV aussi. Hein. La même chose, donc on peut exprimer RS en fonction des autres paramètres. Donc vous avez la relation simple. Vous avez donc la relation simple. Hein. On peut exprimer ici donc RS en fonction de RH, R shunt, R interne, Imax. Hein. Donc vous avez la relation simple. Par la suite, donc on va toujours, donc vous avez IF égale à B sur RH, on a vu déjà cette relation. Donc ici, à partir de 4 et 5, donc, par la suite, on peut déduire R shunt et RS tout en connaissant donc, Imax, R interne, RH et V. Donc ça veut dire ici que les caractéristiques on doit utiliser, donc dans la caractéristique qu'on doit utiliser ici dans l'ohmmètre, c'est Imax, donc le courant Imax, R interne, donc la résistance interne du galvanomètre électrique qu'on va utiliser, donc V aussi, donc V c'est la tension. La source de tension, la source de tension qu'on va employer ici pour construire notre ohmmètre. Aussi, donc, RH, c'est la résistance qui va nous permettre d'obtenir la moitié de déviation de l'aiguille. Hein. Bien sûr, ici, donc, on a par la suite, pour n'importe quelle résistance, on peut obtenir I. Hein. I, c'est V, donc c'est V sur RH plus RX. Donc, le courant I qui traverse une résistance inconnue, c'est I égale à V sur RH plus RX. Donc, vous avez déjà cette relation. Par la suite, on peut introduire le facteur de déviation, donc, qui est important lorsqu'on utilise
pense qu'on veut construire un nombre mètre. Hein. Le facteur de déviation, c'est quoi? Donc, c'est I, donc c'est le courant qui traverse la résistance inconnue Rx sur IF, donc le courant qui va vous permettre d'avoir le maximum de déviations de l'aiguille de l'ohmmètre, de l'ampère-mètre utilisé dans ce. Par la suite, donc vous avez d'autres relations. Donc, on peut par exemple exprimer Rx en fonction du facteur de déviation et RH. Et RH, c'est la résistance qui va vous permettre d'obtenir la moitié de déviation de l'aiguille de l'ohmmètre. Donc, vous avez bien sûr ces relations importantes. Donc, vous avez cette relation, donc elle est importante. Donc, si je prends I égale à I sur IF, donc vous avez aussi I égale à V sur RH plus RX. Donc, c'est des relations importantes. Mais ça, vous avez dit, donc le facteur de déviation ici égale à RH sur RH sur R, plus RX. Donc, ça, c'est les relations importantes qu'on va utiliser par la suite, en fait, pour calculer, par exemple, donc, le courant qui traverse donc, le courant qui traverse le galvanomètre utilisé pour la construction en mètre. Bien sûr, en utilisant une sorte de déviation, par exemple, ici, donc, vous avez 25%, ça veut dire que le facteur de déviation est à 0,25. Donc, vous avez ici donc, un certain exemple de calcul. Donc, vous avez, donc, si je prends cet exemple-là, donc vous avez un nombre mètre qui indique maximum de déviation. Maximum de déviation, on a des full, hein, donc, IF, ça veut dire full, donc déviation. Donc, ça veut dire que c'est le maximum de déviation. Ça veut dire que c'est des déviations complètes. Donc, IF, ça veut dire déviation complète. Vous avez ici donc une déviation complète lorsque le courant IF égale à 100 microampères. Bien sûr, on a dit que IH, ça veut dire que c'est health, donc ça veut dire la moitié de déviation. Hein. Si je prends IH, ça veut dire que c'est la moitié de déviation. Bien sûr, donc on a donné ici, puisqu'on a dit que pour l'ohmmètre, donc pour l'ohmmètre, on a besoin d'utiliser une source de tension. Hein. Pour l'ohmmètre, on a besoin d'utiliser une source de tension. Donc vous avez ici donc, une source de tension de 9 volts. Hein. Donc ici, donc, la question, c'est déterminer la résistance Rx qui va produire 25% de déviation de déjà ici, donc on peut si j'utilise par exemple, donc, déjà vous avez D égale à I sur IF. Donc, vous avez IF, hein, donc on peut déterminer donc, le courant I. Donc vous avez, on peut, donc si on calcule par exemple RH, donc vous avez V sur IF. Hein, ici, donc, si je vais commencer par calculer donc, la résistance qui donne la moitié de déviation de l'aiguille, donc RH égale à V sur IF, application numérique, on trouve quelque chose comme 90 kilo-ohms. Par la suite, bien sûr, vous avez cette relation, RH égale à V sur IF. On peut voir ça, donc IF égale à V sur RH, ça veut dire que RH égale à V sur IF. Par la suite, donc on peut utiliser, vous avez une information sur le facteur de déviation, vous avez une facteur de déviation de 25%, ça veut dire que c'est 0,25. Donc on peut exprimer Rx, hein, donc on peut déterminer Rx, puisque donc, vous avez une relation qui vous donne Rx en fonction de RH et les facteurs de déviation. Hein. Donc ici, donc, on a retrouvé par exemple Rx égale à 270 kg. Ça veut dire pour ce cas-là, donc la résistance physique qui va lui permettre d'avoir 25% de déviation de liquide de l'ohmmètre, c'est une résistance de 270 kg. Dans le même contexte, donc, on peut calculer en utilisant, donc, par exemple, vous avez ici on a utilisé des relations I égale à RH sur RH plus RX et I égale à 10 fois IF. Dans cet exemple-là, donc, on a donné, dans ce deuxième exemple-là, donc, on donne la résistance qui va permettre d'avoir la moitié de déviation de l'aiguille de l'ohmmètre. Vous avez ici donc, une résistance RH qui va permettre d'obtenir la moitié de déviation
L'aiguille de l'ampère, c'est 30 ohms, hein, dans cet exemple. Donc, vous avez ici donc IF, donc c'est le courant qui indique donc, en fait, le courant de full. Donc, IF, donc c'est full, donc ça veut dire que c'est le courant qui est dans une déviation complète de l'aiguille de l'ampère. Donc, vous avez ici donc IF égale à 300 microampères. Bien sûr, il y a une différence entre IF et IMAX, hein. IMAX, concerne seulement si je prends IMAX, c'est le courant qui traverse le galvanomètre. Mais IF, c'est le courant qui traverse la résistance synchronie RX, qui traverse la résistance de sécurité, donc la résistance de protection RS. Euh, Bien sûr, donc, vous avez donc la relation qui est dans donc, I en fonction de facteur de déviation et du courant IF, du courant IF, donc vous avez I égale à D fois IF. Vous avez sur la relation qui vous donne le facteur de déviation en fonction de RH et RX. Ici, dans ça, donc on a tracé un certain tableau. Donc, on donne dans Rx, les valeurs de Rx, la valeur qui est correspondante de D, et la valeur qui est correspondante de I. Donc, I, c'est le courant qui traverse Rx, bien sûr. Si je prends le schéma, donc I, c'est le courant qui traverse Rx. Pour 0 ohm, vous avez un facteur de déviation de 1, un facteur de déviation de 1. Et ça veut dire que si on a dit que pour 0, ça veut dire que c'est le courant qui traverse Rx égale à 0, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Mais IF correspond aussi donc, au courant qui traverse l'emmètre, donc vous avez un court-circuit. On peut retrouver ici, c'est 300 microampères. En fait, c'est le même courant IF. Hein. I égale à IF égale à 300 microampères. Donc, vous avez un court-circuit, donc c'est le maximum de déviation de l'aiguille de l'emmètre. Bien sûr, lorsque vous avez un court-circuit, donc vous avez maximum de déviation de l'aiguille de l'emmètre. Si je prends d'autres valeurs, par exemple, si je prends donc Rx égale à 5 ohms, donc on peut remplacer dans la relation précédente pour obtenir le facteur de déviation D. D par la suite, donc, le courant I qui traverse la résistance. Donc on utilise ces deux relations, on peut remplir le tableau. Jusqu'à 1 mégaohm, par exemple, ici pour 1 mégaohm, on peut voir que le facteur de déviation, c'est 10 puissance 26. Et on peut avoir donc, un courant donc, qui est égal presque à approximativement 0 microampère. Si je prends une résistance de 1 mégaohm, hein, donc ça veut dire que votre ohm-mètre, il indique la valeur infinie. Hein. Va vous indiquer une valeur infinie. Puis le courant, c'est à peu près 0 microampère. Donc, on peut voir ici, donc, avec quelques relations, on peut faire des calculs pour construire en mètre analogique à partir d'un galvanomètre magnétique électrique. Et ça, c'est toujours donc le courant continu. Pas courant continu. Si je prends ça, je pense qu'on a parlé de ça. Donc, on a parlé de cette partie-là dans la dernière fois, on a parlé de ça. Donc, l'appareil mesure RMS, il dit RMS. Donc, ça, c'est la partie 6. Donc, comment on peut faire pour mesurer donc, en alternative? Donc, on a parlé de ça la dernière fois. L'appareil de mesure en mode AC, donc alternative.
Donc, ici, donc, vous avez la partie 7, et donc la partie 7, c'est... Donc, vous avez aussi donc, la partie 7, c'est mesure de résistance. Donc, pour nous, donc, on a vu seulement donc, mesure de résistance moyenne. Hein. Donc, on a dit que les deux parties, mesure de résistance faible et mesure de résistance élevée, donc on ne va pas les traiter. Hein. Donc, la perte de charge et la méthode d'énergie double point de Kelvin, on ne va pas la voir, on va forcément la méthode mesure de résistance moyenne. Et pour une mesure de résistance moyenne, donc vous avez la méthode de substitution que vous avez vu en TP. Hein. Bon, il s'agit seulement de remplacer la résistance Rx par la boîte à décade pour avoir la même déviation de l'aiguille de l'ampèremètre. Hein. Pour dire que Rx par exemple égale à S. Hein. Résistance variable de S. Donc, on a utilisé ce type de boîte à décade. Ici, donc, on a parlé, ça c'est le type Tower. Dans le type Tower, on a parlé aussi donc, du point de Whitson, hein, le point de Whitson, donc, qui utilise un galvanomètre à zéro central. Et lorsque I égale à 0, donc lorsque la condition I, donc on fait varier, par exemple ici donc la RV, donc la résistance variable jusqu'à obtenir IJ égale à 0 pour dire que Rx est par exemple égal à... Pour obtenir la relation entre Rx et les différents, les autres résistances du point de X. C'est-à-dire qu'on peut mesurer Rx en faisant varier donc, RV pour obtenir un pont à l'équilibre. Déjà, on a vu du calcul de ça. Obtenir quelque chose comme, par exemple, Rx égale R2, R fois sur RV, R4. Vous avez cette relation-là qui va vous permettre d'obtenir donc à l'équilibre la résistance inconnue. On peut calculer. Donc, ça veut dire qu'on peut déduire la résistance inconnue donc lorsqu'on équilibre le pont de Wheatstone. Donc, ici, donc, vous avez calculé l'interférence dans la méthode du pont de Wheatstone. Donc, en fait, il faut voir surtout l'énoncé de TP, donc l'énoncé de TP, donc vous avez un certain calcul d'incertitude pour le pont de Wheatstone. Sinon, donc, vous avez des exemples, par exemple, comment on peut utiliser donc, ces exemples d'électronique analogique. Donc, par exemple, ici, donc, calcul des courant électrique qui traverse, on applique bien sûr donc, loi de Kirchhoff pour les tensions, loi de Kirchhoff pour les courants. On peut analyser le circuit pour déduire. Mais si je prends cet exemple-là, donc vous avez, on a utilisé, donc, je pense, le théorème de Thévenin. On a utilisé le théorème de Thévenin pour simplifier un peu le circuit, pour trouver donc, les différentes valeurs. Vous avez l'application de théorème de Thévenin pour RTH, ETH, donc vous avez VTH et RTH. Et par la suite, donc, on peut simplifier le circuit pour calculer le courant électrique qui traverse le pont. Ok, par exemple, ici, donc, vous avez un pont déséquilibré. Hein, donc, si je prends donc, cet exemple-là, donc, le pont n'est pas à l'équilibre, donc, il n'est pas équilibré. Donc, le courant IJ qui traverse le galvanomètre, ici, on a calculé le courant IJ qui traverse le galvanomètre, il est à 5,18 milliampères. Donc, on a utilisé donc, le théorème de Thévenin, donc VTH et RTH. Donc, en fait, pour le toujours, donc si je prends le deuxième exemple,
Donc, la même chose, on a utilisé diagramme de Thévenin donc, pour simplifier le circuit, pour calculer IJ, donc le courant qui traverse les galvanomètres, moniteur électrique dans le point de Wheatstone. Vous avez un calcul à faire pour Wheatstone. Sinon, c'est tout ce qu'on a fait dans le cours. Hein, donc c'est une principale partie qu'on a vu dans le cours. Hein. Et on va pas, on n'a pas parlé de la méthode perte de charge, la méthode du demi-point de Kelvin. Donc, ces deux parties ne sont pas concernées dans notre examen. Le point de Kelvin, on ne va pas le traiter aussi. Donc, la méthode de perte de charge, en fait, pour la méthode de perte de charge, c'est qu'on peut utiliser cette on est ultra technique pour retrouver donc, la résistance isolement, donc des câbles. Parce qu'ils utilisent des câbles électriques, donc on doit savoir quelle est la résistance d'isolement. Hein. Bien sûr, ici, donc, on peut voir que vous avez des résistances de l'ordre de, par exemple, ici, c'est 65 000 mégaohms. 65 000 mégaohms. On peut voir un peu donc, l'ordre de cette résistance, 65 000 mégaohms. En fait, on va s'arrêter ici pour cette partie. Voilà. Du coup, on va s'arrêter. Donc, ça, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on a vu dans les cours. C'est surtout donc, pour se mettre en analogique, en paramètre analogique, moniteur électrique, et on a vu aussi l'ohmmètre analogique. Aussi, donc, quelques règles qu'on va utiliser pour représenter le résultat de mesure. On va parler un peu de l'incertitude élargie. Donc, vous avez aussi donc, la partie oscilloscope, donc vous avez des exemples d'applications directes. Donc, vous avez ça. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter ici. Mais, ce que doit en retenir, c'est les oscilloscopes. En fait, l'autre chose, je ne vais pas vous demander de démontrer quelque chose, je ne vais pas vous demander de démontrer des lois. Hein. Je ne vais pas vous demander aussi d'apprendre par cœur donc, les lois. Il faut juste savoir comment on a travaillé dans l'oscilloscope. Sinon, je ne vais pas vous demander d'apprendre. Merci de votre attention. Bon courage. Okay. Salam alaikum.